C'était tout pour 1501 en 2026, nous sommes à la 4e année, jour 326 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, rapport de situation quotidien. Gains territoriaux russes limités par des actions tactiques et instabilité politique en Occident. Sous la pression accrue des sanctions sur la flotte fantôme russe et l'aggravation des faiblesses militaires, logistiques et stratégiques de la Russie, la dépendance envers l'influence chinoise augmente. Et bien d'autres choses encore. Cela va donc être à nouveau très intéressant. À ce propos, je voudrais encore une fois saluer l'équipe Albu. Nous avons remarqué récemment, et je le vois aussi dans les commentaires, que cela ne vous échappe pas non plus. Il y a un problème avec l'algorithme. La portée a brusquement diminué et la chaîne est presque introuvable. Voyons ce que nous pouvons faire. Pendant que les problèmes de YouTube persistent, observons la situation à Vovtchansk, où les Russes atteignent le sud-est de la ville d'après sa division récente. C'était ici, quand ils contrôlaient ces deux zones. Ils atteignent ce que je soupçonnais déjà. Ils attaquent maintenant la partie moins protégée à l'est de la ville et la conquièrent, tout en défendant ce flanc avec peu de force. Là où sont la plupart des unités ukrainiennes, actuellement en défense et non en attaque. Si le reste de la ville tombe entre leurs mains, ils prendront le dernier quartier, c'est-à-dire ici, là où se trouvent les Ukrainiens. Il est tout à fait envisageable qu'ils essaient également de percer ici par la route T2104 et peut-être de lancer une attaque sur Wiltshire à partir d'ici, pour que les Ukrainiens ne défendent pas qu'un secteur, mais plusieurs zones avec des unités limitées et soient ainsi maintenus sous pression. On constate cela presque toujours lors des attaques russes. Cependant, en politique aujourd'hui, beaucoup de choses semblent tourner en rond. Aujourd'hui, c'est A qui s'applique, demain ce sera B, après-demain à nouveau A, et les jours impairs, bien sûr. Qui l'aurait cru? Encore B. Un va-et-vient constant et désorienté, du moins en apparence, telle est l'impression donnée. Nous entamons encore un cercle vicieux familier, sur lequel je pourrais presque m'exprimer 2 fois par mois, tant nous le connaissons déjà par cœur. Il y a peu, on pensait que Donald Trump avait compris que Moscou bloquait les discussions et ne voulait pas vraiment la paix. L'Ukraine a élaboré un accord commun avec les États-Unis et l'a également approuvé. On aurait cru à un rare moment de clarté, mais il a vite disparu car le discours a rapidement changé. On prétend maintenant que l'Ukraine retarde l'accord, alors que Moscou serait soudainement disposé à négocier. Pourtant, ce n'est pas vrai. Les rôles sont donc redistribués. Les faits semblent apparemment négociables. Donald Trump fait donc ce qu'il sait faire de mieux, il change d'avis comme une girouette politique, mais avec des intervalles de changement nettement plus courts. J'ai depuis longtemps cessé de compter combien de fois nous en sommes arrivés là. Pendant ce temps, l'Europe fait entendre sa voix. Au moins un Européen, et justement un autre Donald Tusk, et il apporte exactement ce qui semble presque exotique ces jours-ci. Conséquence. Il souligne que ce n'est pas l'Ukraine, mais la Russie qui a rejeté à chaque fois les propositions, que chaque initiative diplomatique a toujours été suivie de frappes de missiles. La seule réponse logique n'est pas l'indifférence, mais une pression renforcée sur la Russie. On semble soulagé, car Donald Trump a gardé une vision globale. Moscou, quant à elle, insiste sur le respect du droit international. C'est assez ironique. Un État qui a mené une guerre d'agression, occupé un territoire étranger, ignorer des jugements internationaux et attaquer des civils, invoque soudain les règles. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, nous revenons à zéro, ce qui correspond au début de l'année. En parallèle des événements politiques, les autorités américaines ont intercepté et pris le contrôle ce matin dans les Caraïbes d'un autre pétrolier de la flotte fantôme, le Veronica. L'opération a été menée comme un arraisonnement coordonné avec les gardes-côtes américains et des forces militaires. Elle est considérée comme relevant de l'application continue des sanctions et d'une quarantaine de faits des chaînes d'approvisionnement pétrolier sanctionnées. C'est donc le 6e pétrolier que les Américains ont capturé au cours des 2 dernières semaines. Personnellement, je ne trouve pas ça si mal. Le problème, c'est que des pétroliers connus de la flotte fantôme, bien que sanctionnés, ne peuvent plus accoster dans certains ports. Ils rentrent, radiant le navire, le renomment, lui attribuent un nouveau pavillon et repartent en mer. Et on peut très bien empêcher cela en capturant directement le navire ou en le coulant. Mais cela n'est encore jamais arrivé jusqu'à présent. Regardons un secteur du front que nous avons eu l'impression de voir pendant 3 ans. Il s'agit de Bakhmout. Tout ce qui apparaît à l'ouest montre les avancées obtenues après la bataille pour la ville
en mai 2023. Ça fait déjà si longtemps, à l'époque encore sous le groupe Wagner. Et ici, il y a un nouveau gain de terrain du côté russe. Pour certains spectateurs, tout cela pourrait sembler assez nostalgique maintenant. Ici, les soldats de la 30e. La brigade mécanisée a repéré un soldat russe près de l'épave d'un véhicule. Rien n'avait changé depuis 3 ans, et maintenant quelqu'un marche sur la route sur plusieurs centaines de mètres. À l'époque, tout était rempli de sociétés militaires privées ici, c'est-à-dire des groupes militaires privés comme Wagner, les mercenaires de Gazprom ou le bataillon Borch. Mais après la soi-disant marche de la justice du groupe Wagner, tous les autres groupes ont été intégrés dans l'armée et maintenant, il n'y a plus aucune différence entre eux. Prigojine a fait la différence ici, contrairement à l'armée russe, malgré un conflit constant avec le ministère de la Défense. Il lui coupait d'un souvent les moyens quand il disait, selon eux, quelque chose de faux, ce qui arrivait fréquemment en exprimant son opinion. Chacun peut penser ce qu'il veut de lui, de ses actes et manigances. Mais dans le domaine de l'open source intelligence, il était l'une de mes meilleures sources lorsqu'il s'agissait d'informations et de conflits internes à l'armée russe. À chaque colère, il divulguait aussitôt les conditions. Les Ukrainiens ont capturé leurs 2 premiers prisonniers de guerre particuliers, 2 chevaux russes en fuite selon le 1er régiment d'assaut des forces armées ukrainiennes. Un coup d'œil à la carte montre qu'ils sont près de Chuliaïpol, ce qui rapproche l'histoire des chevaux d'un des principaux théâtres de combats actuels. C'est précisément là qu'on attend une amélioration du matériel pour réaliser des percées. En équipant d'autres sections, jugées moins importantes, de façon moins optimale, il faut bien trouver l'équipement performant quelque part. Aussi, des vidéos de chameaux et de moutons de front ont été republiées côté russe, en plus de celles de chevaux et d'ânes. Vous souvenez-vous comment la Russie a justifié la guerre contre l'Ukraine ? Moscou disait qu'il y avait de nombreux Russes dans le Donbass. Il fallait protéger ces personnes, et c'est pourquoi la Russie s'arrogeait un droit spécial d'influence et de puissance qu'elle exerçait même par la guerre. L'influence russe y était très forte, beaucoup d'habitants se sentaient plus russes qu'ukrainiens. Cet argument réapparaît maintenant, selon beaucoup de blogueurs russes pro-Z, mais en sens inverse. Ils disent mot que, alors que les Russes, pensant veulent avancer en Ukraine en regardant vers l'ouest, ils subissent aussi de lourdes pertes. Cela concerne les pertes humaines, matérielles, économiques et politiques. La Chine exerce déjà une forte influence en Extrême-Orient russe. Dans les régions de Chita à Vladivostok, des entreprises chinoises domineraient l'économie, paieraient des impôts à la Chine et de plus en plus de citoyens chinois s'y installeraient. De plus, la Chine maintient toujours dans sa politique des revendications territoriales historiques sur cette région. Le parallèle est évident. D'abord viennent l'économie, une population étrangère et l'influence, puis la dépendance politique, le tout sans annexion formelle. Certains Russes redoutent que la Chine, comme la Russie avec les russophones du Donbass, invoque un jour des motifs similaires pour intervenir. Qui arrêterait les Chinois ? Ces 2 puissances nucléaires ont des plans d'expansion clairs et se disputent l'Asie. Cependant, un seul des 2 pays mène une guerre d'usure depuis des années, l'autre ayant une armée théoriquement prête. Pour beaucoup, c'est un reflet de leur politique, mais la Russie est cette fois l'objet, non l'acteur. Dès début 2023, j'ai souvent précisé dans les rapports que la Chine et la Russie ne sont ni amis, ni alliés. À l'époque, on disait aussi que si l'Occident agissait davantage, la Chine soutiendrait militairement la Russie, mettant rapidement fin à la guerre. Et ce, du côté de la Chine et de la Russie, car la Chine et la Russie sont de bons amis, ce sont les maîtres de l'Asie. Ce n'est pas vrai, la Chine est simplement une amie. Grande puissance, elle défend ses intérêts et en est capable, ce qui n'est pas répréhensible. La Chine n'a jamais voulu soutenir la Russie au risque d'être sanctionnée elle-même, et de perdre de nombreux projets et relations influents en Europe et ailleurs, comme la Russie. La Chine préfère attendre pour voir quel camp faiblit, tirer des leçons de cette guerre et frapper là où cela fera le plus mal à un acteur vacillant. C'est ce que j'ai déjà dit en 2023. Je suis certain que dans quelques années, je citerai ce rapport en évoquant un conflit frontalier entre la Russie et la Chine. Je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne, et un remerciement tout particulier à l'équipage d'Alga. Abonnez-vous, likez, commentez, et à bientôt pour le prochain rapport.